Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de l'Afrique. L'assaut terroriste est terminé au Mali. L'attaque visait un hôtel où se trouve le QG de la mission de l'Union européenne qui forme l'armée malienne. L'un des assaillants a été tué, 2 suspects arrêtés selon les autorités maliennes. Pas de victimes au sein de la mission européenne. Lendemain d'élection dans de nombreux pays africains, au Bénin, c'est l'opposant milliardaire Patrice Talon qui l'emporte très largement, plus de 65% face au Premier ministre Lionel Zinsou. Une alternance qui illustre la vigueur de la démocratie béninoise. Au Niger, on attend toujours les résultats, mais c'est le président sortant Mamadou Issoufou, fort de ses 48% au premier tour, qui devrait sans surprise l'emporter. L'opposition avait appelé au boycott, reste à connaître le taux de participation, seul enjeu de ce scrutin. Enfin, nous nous intéresserons également au Congo-Brazzaville. Le premier tour de la présidentielle s'est déroulé dans un contexte plutôt tendu. Toutes les communications étaient coupées. On va donc parler tout de suite de la situation à Bamako, 4 mois après l'attaque terroriste au Radisson Blu. C'est le même quartier de la capitale malienne qui a à nouveau été frappé en plein cœur donc, de Bamako. Un homme armé a été tué, 2 autres suspects ont été interpellés, c'est ce qu'ont indiqué les autorités maliennes. C'est un hôtel qui abrite la mission de formation militaire de l'Union européenne qui a été visé. L'assaut est désormais terminé, il n'y a pas eu de victimes au sein de la mission européenne. Écoutez les précisions sur place de François Riouet. L'attaque est désormais terminée et ça, ce sont 2 sources militaires de l'intérieur de l'hôtel de ce quartier général de la mission de formation de l'Union européenne au Mali. Attaque terminée, l'officier en charge des affaires publiques notamment fait savoir que ça a été terminé rapidement finalement, et une autre source militaire à l'intérieur de cet hôtel qui y est toujours en ce moment fait savoir que ça a été extrêmement violent bien sûr, mais extrêmement rapide aussi, puisque les soldats tchèques notamment qui assuraient la forte protection de ce quartier général militaire européen ont réagi extrêmement rapidement et extrêmement bien. Pourquoi ? Parce que effectivement, ce quartier a déjà été la cible d'une attaque terroriste il y a quelques mois. Vous vous en souvenez, c'était au Radisson Blu, dans ce même quartier des affaires à Bamako. D'après le premier contrôle qui a été opéré par les militaires sur place, encore une fois d'après notre source à l'intérieur de l'hôtel, il n'y a pas de blessés. Donc un prochain contrôle doit être opéré pour savoir si finalement des blessés n'ont pas été notés. Mais dans un premier temps, l'attaque a été repoussée grâce justement, nous disait ce militaire, grâce à la réaction et à la réactivité des militaires tchèques qui assuraient la force protection de l'hôtel Nord-Sud. Ouais. François Riouet, notre correspondant à Bamako. On passe à l'actualité politique qui était très intense ce week-end. Tout d'abord le Bénin, c'est un résultat sans appel pour Patrice Talon, soutenu par toute l'opposition. Celui que l'on surnomme le roi du coton, l'ancien allié du président Boni Yayi, est tombé en disgrâce et c'est lui qui remporte le scrutin avec plus de 65% des voix. Écoutez la première réaction du futur président qui parle des principaux défis qui l'attendent. Les grands chantiers qui m'attendent pour les tout prochains jours, c'est d'abord, en priorité, la réforme constitutionnelle et la réforme administrative. Et puis, rapidement, nous allons devoir faire face à la dette intérieure qui est énorme. C'est quelque chose qui plombe totalement l'énergie dans le pays, qui a créé des faillites. Et il sera urgent pour nous de trouver une solution rapide. Voilà Patrice Talon, vainqueur de cette élection au Bénin. Une victoire qui est un camouflet pour le parti au pouvoir et son candidat Lionel Zinsou, qui a reconnu sa défaite avant même l'annonce des résultats. Quelles sont les raisons de l'échec du Premier ministre? Écoutez les explications de notre correspondante à Cotonou, Emmanuel Sodji. 34,61%, c'est un véritable vote sanction contre Lionel Zinsou. Son principal handicap, c'était Boni Yayi. Il a accepté d'être le dauphin d'un président qui était devenu impopulaire. Il a sans doute sous-estimé le mécontentement d'une majeure partie des Béninois à l'encontre de celui qui fut leur président pendant 10 ans. On lui reproche d'avoir défendu le bilan de Boni Yayi, sans doute par stratégie aussi pour bénéficier des réserves de voix du président dans ses fiefs. Mais même certains de ces fiefs sont tombés dimanche soir. Autre handicap, il est arrivé au Bénin il y a à peine 9 mois pour être parachuté Premier ministre. La pilule a été dure à avaler pour certains. On lui reproche également de méconnaître les réalités du pays.
Et puis Zinsou était perçu comme le candidat de la France de par sa proximité avec les milieux politiques et d'affaires français. Enfin, il n'a jamais démissionné de son poste de chef de gouvernement alors qu'il était en pleine campagne électorale. Et pourtant, sur le papier, tout fonctionnait. Il avait comme soutien le parti au pouvoir et les deux plus grands partis d'opposition, mais rien à faire. Les consignes de vote n'ont pas été respectées. Mais ce soir, il fait en tout cas grandir un peu plus la démocratie béninoise, car il a été bon joueur. Je vous propose de l'écouter. J'ai exprimé cette nuit, très rapidement, mes félicitations à Patrice Talon, qui a remporté cette élection présidentielle. Cette conversation a été, à l'image de la démocratie du Bénin, une conversation cordiale. Le nouveau président qui prêtera serment le 6 avril sera bien évidemment le président de tous les Béninois. Voilà ces déclarations de Lionel Zinsou recueillies par nos envoyés spéciaux sur place à Cotonou. C'était le deuxième tour de la présidentielle au Niger également, mais là sans aucun suspense puisque l'opposition avait appelé au boycott. Hama Amadou, son candidat, a été sorti de prison pour être soigné en France, alors que le président sortant, fort de ses 48% au premier tour, était le seul à battre campagne. L'unique inconnu, c'était donc le taux de participation. Regardez le reportage de nos envoyés spéciaux à Niamey, Anna Sylvestrener et Arnaud Froger. La longue litanie a débuté. L'ambiance est feutrée, concentrée. Au lendemain de l'élection, un à un, les résultats des 25 000 communes nigériennes sont égrenés par la commission électorale. Une CENI qui revendique son indépendance. Nous avons juré sur notre livre saint, vraiment de faire notre travail correctement et vraiment en tenant compte des lois et règlements de ce pays. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire parce que, vous savez, on ne va pas nous laisser perturber par les politiciens parce qu'on ne peut pas rentrer dans ce jeu politique-là. Sitôt les premiers résultats donnés, la bataille des chiffres a commencé. Alors que l'opposition a appelé au boycott, le taux de participation est scruté. Chacun des camps avance ses estimations. Le taux sera aux alentours de 55 ou 60%. L'opposition, en réalité, l'opposition savait qu'elle était battue d'avance. Elle pensait que les Nigériens n'allaient pas sortir pour voter et avoir des objets de campagne. Malheureusement pour eux, en tout cas, le monde, les Nigériens ont voté massivement, en tout cas, tel que les résultats nous sont en train d'être parvenus. Mobilisation d'ampleur contre bureau de vote vide. Pour l'opposition, en revanche, les électeurs ont boudé les urnes. Les citoyens nous ont suivis. Ils nous ont suivis à 80% ou à 85%, ils ne sont pas sortis voter. Ils étaient obligés de faire appel à des crières publiques. Ils étaient obligés à Maradi de distribuer 3 000 francs qui retombés à 2 000 francs vers 16 ans et avec des sacs de riz. Malgré tout, les citoyens n'ont pas voté. L'opposition a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats de cette présidentielle. Mais alors que les batailles politiques sont loin d'être terminées, aucune tension n'est lundi venu perturber le quotidien des rues de Niamey. Et on a voté également hier au Congo-Brazzaville. Le président sortant Denis Sassou Nguesso, opposé à 8 autres candidats, dont Jean-Marie Michel Mokoko, ancien chef d'état-major passé dans l'opposition. Mais avec les communications, téléphone, internet, toutes coupées, difficile de rendre compte de ce scrutin. Le récit de Nicolas Germain. Il n'est pas facile de couvrir l'élection au Congo-Brazzaville, un pays où le président Denis Sassou Nguesso cumule déjà 32 ans au pouvoir. L'équipe de France 24 n'a pas obtenu de visa pour le jour du vote et les télécommunications sont coupées depuis 2 jours pour des raisons de sûreté nationale, explique le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères n'a pas souhaité répondre à nos questions et comme le téléphone et Internet ne fonctionnent pas, les opposants sont injoignables. Avant le vote, ils avaient affirmé que cette élection ne serait ni crédible ni transparente. 5 d'entre eux, dont Guy Brice Parfait Kolela et Jean-Marie Michel Mokoko, ont quand même signé un pacte. Ils ont promis de soutenir celui d'entre eux qui arriverait au second tour. L'opposition fustige un taux de chômage de 40% dans un pays qui est le 4e producteur de pétrole sur le continent. Le président Denis Sassou Nguesso, âgé de 72 ans, a lui déclaré qu'il gagnerait dès le premier tour. Il affirme être le garant de la paix et de la stabilité. L'Union européenne avait décidé de ne pas envoyer d'observateurs. Selon elle, les conditions d'un scrutin transparent et démocratique n'étaient pas réunies.
Et alors que de nombreux chefs d'État, à l'image du Congolais Denis Sassou Nguesso, ont modifié leur constitution pour se représenter pour un troisième mandat, au Sénégal, le président Macky Sall avait convoqué un référendum hier, notamment pour réduire le mandat présidentiel à 5 ans au lieu de 7. Mais l'opposition, qui lui reproche de ne pas avoir appliqué cette réforme au mandat en cours, avait appelé à voter non. Aucun chiffre définitif, mais c'est le oui qui semble l'emporter largement, selon des responsables politiques, notamment du camp présidentiel. Écoutez. Ce qui importe, c'est de considérer qu'au sortir de cette consultation, le peuple sénégalais a donné son point de vue, et c'est un point de vue largement favorable au pouvoir en place, puisqu'il a adopté la proposition soumise au référendum. Des propos recueillis par Sarah Sako à Dakar. Le verdict de la CPI est tombé. Jean-Pierre Bemba, reconnu coupable de crimes contre l'humanité. L'ancien chef rebelle, ancien vice-président congolais, jugé pour des meurtres et des viols commis par sa milice en Centrafrique. Un verdict historique pour la procureure. Le premier de la CPI a condamné l'utilisation de viols en tant que crime de guerre, mais aussi le premier jugement condamnant un commandant militaire. Écoutez. C'est important parce que normalement les commandants de guerre pensent qu'ils ne sont pas responsables des crimes commis sur le terrain. Par exemple, dans le cas de M. Bemba, nous avons montré que même si, en tant que commandant, il n'était pas toujours sur le terrain quand les crimes étaient commis, puisqu'il avait le commandement de ses troupes, il pouvait les empêcher de commettre des crimes ou les punir. Et on termine avec cette information. La chanteuse malienne Rokia Traoré, nommée ambassadrice de bonne volonté du HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Pour marquer sa nomination, Rokia Traoré a diffusé une vidéo de la chanson de son dernier album, Nesso, chanson dédiée aux réfugiés maliens chassés par la crise dans leur pays. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier.